Chers amis, shalom. En 1945, les armées alliées, avançant à travers une Europe dévastée, découvrent l'ampleur inimaginable de la Shoah. Les portes des camps s'ouvrent sur des scènes que le monde ne pourra plus jamais ignorer. Mais pour les survivants juifs, la libération ne signifie pas encore la liberté. Chassés de leur foyer, sans pays pour les accueillir, plus de 250 000 d'entre eux se retrouvent parqués dans des camps de personnes déplacées. Et il n'y a plus qu'un seul horizon, la terre promise. Mais la route vers la Palestine reste verrouillée. Les Britanniques continuent d'en interdire l'accès. Ésaïe 43, versets 5 à 6. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta postérité, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Les camps de personnes déplacées. Dans ces camps, les survivants s'organisent. Ils étudient, ils prient, se marient, publient des journaux en yiddish et rêvent d'Israël. En Palestine même, les Britanniques ouvrent un camp de détention à Atlit, près de Haïfa, où sont internés les immigrants juifs interceptés en mer, souvent des rescapés des camps de la mort. En octobre 1945, un raid audacieux du Palmach, la force d'élite de la Haganah, mené de nuit, libère plus de 200 détenus. Atlit devient le symbole d'un peuple qui refuse d'attendre une autorisation étrangère pour entrer chez lui. La révolte juive et l'hôtel King David. Entre 1945 et 1946, trois organisations juives jouent alors un rôle majeur. La Haganah, la défense, l'Irgun, une organisation militaire nationale, et le Lehi, les combattants pour la liberté d'Israël, également appelé le groupe Stern. Elles s'unissent au sein du mouvement de résistance hébraïque pour combattre par les armes la politique britannique de fermeture de l'immigration. Cette révolte culmine le 22 juillet 1946 lorsque l'Irgun de Menachem Begin fait exploser l'aile sud de l'hôtel King David à Jérusalem. Bien que des avertissements aient été donnés avant, le bâtiment n'est pas évacué et 91 personnes trouvent la mort. L'attentat provoque une répression massive, couvre-feu, rafles, des milliers d'arrestations, et cela précipitera le départ des Britanniques. L'Exodus 1947. Parmi les dizaines de navires de l'Aliyah-Bet, l'un devient le symbole de toute cette lutte, l'Exodus 1947. Ancien vapeur américain rebaptisé pour l'occasion, il quitte le port de Sète en France le 11 juillet 1947 avec plus de 4 500 rescapés de la Shoah à son bord, hommes, femmes, enfants et nourrissons entassés dans des conditions sanitaires déplorables. Repéré dès son départ, il est pris en chasse par des destroyers de la Royal Navy et abordé en mer à l'approche des côtes de Palestine. L'abordage tourne à l'affrontement, les passagers résistent à main nue, 3 d'entre eux seront tués, des dizaines d'autres blessés. Le navire endommagé est remorqué jusqu'à Haïfa. Là, contre toute logique humanitaire, les Britanniques refusent d'interner les passagers à Chypre, comme d'ordinaire, et décident de les renvoyer vers la France. Devant leur refus obstiné de débarquer près de Marseille, Londres finit par les faire déporter jusqu'en Allemagne, le pays même de leurs bourreaux. 2 ans seulement après la fin de la Shoah, ces survivants refusaient d'être traités comme une cargaison que l'on déplace d'un pays à l'autre. Ils disaient: nous allons en Eretz Israël, nulle part ailleurs. L'affaire, largement couverte par la presse internationale, retournera l'opinion mondiale contre la politique britannique et pèsera lourd dans la décision des Nations Unies. L'UNSCOP. Face à cette impasse, la Grande-Bretagne, épuisée, remet la question palestinienne entre les mains de l'ONU. En mai 1947 est constituée l'UNSCOP, une commission spéciale de 11 nations chargée d'enquêter sur place. Ses membres visitent la Palestine et les camps de personnes déplacées d'Europe, où le sort des passagers de l'Exodus, alors internés en Allemagne,
achève de convaincre plusieurs délégués de l'urgence humanitaire. En août 1947, la majorité de la commission recommande la partition du pays en deux États indépendants, avec Jérusalem placée sous régime international. Le vote du 29 novembre 1947. Le 29 novembre 1947, près de New York, où est le siège provisoire de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies se prononce sur le plan de partage. 33 voix pour, 13 contre, 10 abstentions pour la résolution 181 qui partage la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Cette résolution est adoptée d'une courte majorité, arrachée après un intense travail diplomatique de dernière minute. À Tel Aviv, la nouvelle déclenche une joie immense et spontanée. Les rues se remplissent de danses et de chants qui durent toute la nuit, comme si 2000 ans d'attente trouvaient enfin leur issue. La résistance du Gush Etzion. Tandis que les Nations unies débattent de l'avenir de la Palestine, la guerre a déjà commencé sur le terrain. Au sud de Jérusalem, les défenseurs du Gush Etzion résistent pendant des mois à des forces largement supérieures. Leur sacrifice retarde l'offensive jordanienne et contribue à la défense de Jérusalem. Le 13 mai 1948, la veille de la proclamation de l'État d'Israël, Kfar Etzion tombe après une résistance héroïque. Nombre de ses défenseurs sont massacrés après leur reddition. La déclaration d'indépendance. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, sous le portrait de Théodore Herzl, David Ben-Gourion proclame solennellement la naissance de l'État d'Israël, fondé sur le droit naturel et historique du peuple juif à habiter la terre de ses pères. Le texte invoque le rocher d'Israël comme garant de cette entreprise. 11 minutes après la proclamation, les États-Unis reconnaissent le nouvel État, bientôt suivi par l'Union soviétique. Après 2000 ans d'exil, un peuple retrouve enfin une souveraineté pleine et entière sur la terre promise. Ésaïe 66, verset 8. Qui donc a entendu rien de pareil et qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Les réactions juives et arabes. L'agence juive dirigée par David Ben-Gourion accepte officiellement le plan de partage, malgré des frontières jugées à peine défendables. La joie de l'indépendance annoncée se mêle cependant très vite à l'inquiétude, car chacun sait que l'acceptation du plan ne garantit pas la paix. De leur côté, la Ligue arabe et les dirigeants palestiniens rejettent la résolution et refusent toute légitimité à un État juif. Dès le lendemain du vote, des violences éclatent entre communautés juives et arabes à Jérusalem et ailleurs. L'invasion des armées arabes. Le 14 mai 1948 à minuit, dès la fin officielle du mandat britannique, les armées régulières de l'Égypte, de la Transjordanie, de la Syrie, du Liban et de l'Irak envahissent simultanément le territoire du nouvel État avec l'appui de contingents saoudiens et yéménites. Le jeune Israël, à peine proclamé, sans armée régulière constituée, sans aviation ni blindés dignes de ce nom, doit immédiatement combattre pour sa survie même, sur plusieurs fronts à la fois, dans ce qui devient la guerre d'indépendance. Ce que les nations avaient longtemps jugé impossible, voire absurde, Dieu l'a rendu réel en un seul jour. Car il ne ment jamais et il accomplit toujours ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le jeune État d'Israël, envahi de toutes parts, va livrer sa guerre d'indépendance et assurer, contre toute attente, sa survie.